Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous sommes ici depuis le Centre international de conférence Abdou Diouf. Comme vous le savez, le forum de l'eau bat son plein et en marge de ce forum ou bien en plein dans ce forum, histoire de donner du contenu. L'UNICEF aussi a organisé, donné une plateforme à la voix, à des jeunes qui donnent de la voix, les jeunes du Sahel, les voix du Sahel, pour prendre en charge véritablement cette problématique, cette question, l'enseignante question de l'eau. Et aujourd'hui, triés sur le volet, des jeunes qui ont eu à travailler, à s'intéresser sur cette question-là, vont tour à tour se prononcer pour donner, pour indiquer la voie à suivre aux dirigeants, mais surtout pour se faire entendre le maximum possible. Ils sont là, jeunes et moins jeunes, ils vont tour à tour se présenter. On va commencer par la droite. À ma droite, madame, veuillez vous présenter. Je m'appelle Félicité Tchibinda, je suis la directrice régionale adjointe de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Et très contente d'être ici parmi les jeunes. Merci beaucoup, merci madame Félicité. Alors, madame. Bonsoir, moi c'est Nassira Soumaïla et je viens du Niger. Merci Nassira. Bonsoir, moi c'est Maguette Ba, jeune voix du Sahel Sénégal. Merci. Good afternoon, my name is Dara Cham from the Gambia, from the Young Voices of the Sahel. Merci Daouda. Bonsoir, moi c'est Bouli Sané, de Ziguinchor, Sénégal notamment. C'est parti également des jeunes voix du Sahel. Merci. Bonsoir, moi c'est Mandiara Niang, jeune voix du Sahel, Sénégal. Bonsoir tout le monde, je suis Darou Salah, jeune voix du Sahel. Bonsoir tout le monde, moi c'est Foucault Massin, jeune voix du Sahel. Bonsoir tout le monde, moi c'est Djibril Nia, directeur de JVE Sénégal, jeune volontaire pour l'environnement. Merci Djibril. Bonsoir tout le monde, moi c'est Baïda Bédouche, jeune voix du Sahel. Merci. Merci. Bonsoir à tous, moi c'est Aïssata, je représente les jeunes voix du Sahel. Merci Aïssata. Bonjour à tous, je suis Seydouba Sidibé, jeune voix du Sahel, Guinée-Conakry. Bonjour à tous, je suis Souleymane Maïga, jeune voix du Sahel, Burkina Faso. Bonjour à tout le monde, je suis Ruben Mbaïha, conseiller régional originaire à UNICEF. Merci beaucoup à tous pour les présentations, les brèves présentations. Nous allons démarrer avec madame Félicité. Vous allez rapidement revenir sur le concept, pourquoi le choix de ces jeunes, qu'est-ce qu'il explique. Pouvez-vous revenir aussi sur les résultats qui sont escomptés par rapport à ce choix qui a été fait sur les uns et les autres. Merci, je tiens tout d'abord à vous remercier, monsieur Djibril Fall, d'avoir accepté d'animer ce débat aujourd'hui avec les jeunes voix du Sahel. Les jeunes du Sénégal et des autres pays de la région vous connaissent bien et savent combien vous êtes à l'écoute. J'ai vu qu'ils ont essayé, il y a des jeunes qui voulaient prendre des photos, donc vous êtes bien connus. Je voulais aussi remercier madame Marraine Sodadia, qui on espère va arriver nous rejoindre. Oui, honorable député. Une oreille attentive aux jeunes du Sénégal et du Sahel. Tout à fait. Et aussi, bien sûr, je remercie les organisateurs du forum qui ont donné vraiment une place aux jeunes voix du Sahel pour les questions d'accès à l'eau et à l'assainissement. Comme je vous ai dit, je suis la directrice régionale adjointe de l'UNICEF pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre. Je suis nutritionniste de santé publique et je connais bien la région du Sahel dans laquelle je travaille depuis une dizaine d'années. La question de l'eau est une question vraiment majeure pour l'UNICEF parce que c'est une préoccupation aussi centrale pour les jeunes, en particulier la jeunesse du Sahel. C'est pour elle à la fois un défi, on le sait, mais aussi, on l'espère, une opportunité. Je vous remercie, vous tous jeunes voix du Sahel, d'être aujourd'hui ici à Dakar pour débattre de ce qui vous est cher et faire entendre votre voix. Nous avons commencé à travailler ensemble, l'UNICEF et vous, il y a plus de 6 mois. C'est vraiment déjà un parcours qui semble long, tel que je vois qu'il y a une connaissance mutuelle et une confiance mutuelle. Nous avons contacté des collègues de 10 pays du Sahel pour leur parler de ce projet de débat public autour des enjeux qui préoccupent et mobilisent la jeunesse.
Et la suite a été à la hauteur. Je vois une grande énergie, je me tourne à ma droite. Une bonne énergie, je me tourne à ma gauche. Une bonne énergie vivifiante, créatrice, qui vous anime. Et je me suis posé la question quand on m'a dit débat public. Pourquoi un débat public? Et pourquoi c'est important pour les jeunes d'y participer? On dit que le débat public est une confrontation des idées, un échange d'arguments, d'expression des intérêts fondés dans la raison et qui fait surgir l'intérêt général. Et ce qui nous retrouve ici, c'est vos idées, vos débats pour l'intérêt général. Et c'est pour ça qu'il est important que les jeunes participent au débat public, surtout dans le Sahel. Parce que vous, les jeunes, vous êtes les héritiers de ce terroir. Vous y vivrez encore quand nous, les anciens, ne serons plus là. C'est pourquoi vous devez préparer votre demeure de demain dans un esprit constructif de ce que j'appellerai les fils et les filles du futur. Donc, vous êtes plusieurs jeunes, une centaine, même plus, de 10 pays du Sahel qui se construisent au fil du temps. Il y a eu déjà un premier débat public le 20 novembre dernier, en virtuel et en live, sur le changement climatique, un autre sujet d'intérêt. Et vous avez tous impressionné d'avoir d'abord travaillé sur ce débat, de le prendre au sérieux, et on voit que ce travail se perpétue puisque le 14 février, lors du sommet des chefs d'État, Union africaine, Union européenne, vous avez joint vos voix avec celles des jeunes européens. Et maintenant le débat d'aujourd'hui. Ce débat, c'est pourquoi? Parce que la question de l'eau et de l'assainissement est une question centrale. C'est aussi parce que vous avez accepté ce contrat de débattre de façon ouverte, de vous documenter et d'échanger vos vues. Vous avez aussi accepté de respecter les uns et les autres et aussi de toujours, en tout temps, d'être courtois avec les uns et les autres. C'est remarquable, c'est une grande leçon de démocratie que vous nous donnez, vous les jeunes du Sahel. Cette question vitale dont nous allons parler ensemble, je sais que vous avez étudié, vous avez discuté en amont, vous êtes allé voir autour, vous avez pris le pouls, vous avez écouté les uns et les autres et vous savez ce que vivent vos compatriotes dans vos différents pays, les enfants, les jeunes, mais toutes les communautés. Et c'est ça que nous attendons. Donc je me réjouis de vous écouter et d'échanger avec vous pour vous aider à prendre la place que vous méritez et que vous revient dans les décisions qui vous concernent. Car c'est grâce à cette coopération que la société et tous les acteurs, y compris l'UNICEF, seront capables d'évoluer, de changer nos façons de faire et d'être. C'est un voyage qui commence comme tout voyage, même celui de 1000 lieues, nous dirait Lao Tzu, par un premier pas. Faisons-le ici, dans le Sahel, qui est synonyme de temps de privation aujourd'hui, mais qui est, j'en suis sûr, le terreau de l'avenir et de l'espoir. Merci à vous tous. Merci. Merci Madame la directrice régionale adjointe de l'UNICEF. Je pense qu'on ne s'est pas trompé en lui donnant la parole en premier lieu pour camper le décor et nous donner le ton par rapport à ce débat public, oui, mais ce sera beaucoup plus dans un élan de co-construction. On essaiera d'écouter les uns et les autres. On a le Cameroun qui est représenté, la Guinée-Conakry, le Mali, le Sénégal bien entendu qui reçoit ce 9e forum de l'eau. Mais ce qui est essentiel aujourd'hui, c'est, comme je l'ai dit, l'élan de co-construction. En essayant de faire ressortir l'état des lieux dans les pays respectifs et essayer aussi d'exprimer vos attentes par rapport aux autorités, par rapport à nos États respectifs, mais par rapport aussi aux institutions sous-régionales, notamment la CEDEAO et l'Union africaine. Alors rapidement, on va commencer avec Madame Maguette. Oui, Maguette. Juste débuter ce débat en essayant de vous dire comment, par exemple, la malgestion de l'eau a impacté ma vie, par exemple. Personnelle, oui. Voilà. Je me rappelle que quand j'avais 6 ans, j'ai perdu les nouvelles chaussures de ma mère parce qu'il y avait inondation. Elle a failli me frapper. Maintenant, en septembre 2020, il y a eu de fortes pluies. Quand j'ai terminé mon baccalauréat, juste à la veille, je suis sortie me balader pour changer les idées, passer la journée
à la forêt de Mbao, histoire de changer d'idée. Quand je suis revenue, je suis allée me coucher comme normalement. Mais quand je suis réveillée, j'ai vu que j'étais dans l'eau. J'ai perdu ma maison parce que à ce moment-là, il y avait de fortes pluies à Dakar et l'eau nous a pris nos maisons. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on marchait dans l'eau, il fallait cuisiner dans l'eau, il fallait peut-être manger même dans l'eau. Et je me suis posé la question aussi, aujourd'hui, je devais faire mon baccalauréat par exemple. C'était un samedi. Si lundi, je devais aller faire le bac, comment je vais faire? Aujourd'hui, je suis restée comme ça et je me suis dit, mais attends, comment je peux me retrouver dans cette situation? Qu'est-ce qui a fait qu'aujourd'hui, à Dakar même, on n'arrive même pas à gérer les eaux? Donc moi, j'ai vu que mon éducation allait être ruinée parce que j'allais perdre une maison. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, on aura tous ensemble à discuter sur ça. Comment est-ce qu'on doit gérer l'eau jusqu'à ce que ça ne perturbe pas l'éducation des enfants, surtout des filles. Surtout des filles. Et je sais que ça, mes camarades des Jeunes Voix du Sahel, ils vont assister sur ça. Merci, donc on va continuer. Et qu'est-ce que vous attendez rapidement d'une telle initiative? Aujourd'hui, ce que je m'attends, c'est que, en tant que jeune, qu'on ne va pas s'attendre à ce qu'on soit impliqué. C'est à nous maintenant d'aller vers les innovations. C'est à nous-mêmes de prendre les responsabilités de gérer la gestion de l'eau et de l'assainissement. Et je sais que les Jeunes Voix du Sahel ici présents au Sénégal, ils vont gérer ça. Et qu'est-ce que vous voulez faire entendre aujourd'hui aux autorités? Quel est le message que vous avez? Alors, ce que je veux... Qu'est-ce que vous attendez de ce forum de l'eau? Forum de l'eau, j'attends à ce que... Le forum de l'eau, pour moi, ce n'est pas aussi important. Ce qui est important, c'est après forum de l'eau. Ce qu'on va en faire. Ce qu'on va faire. Aujourd'hui, on a passé, hier par exemple, on a été avec les ministres, le conseil des ministres sur l'eau. Chacun a donné les réalisations, le bilan. Mais nous, on s'attend à ce qu'on soit dedans. On va participer dans la gestion de l'eau. C'est à nous maintenant de prendre notre responsabilité de gérer ces eaux. Et je sais que ça se fera peut-être, Inch'Allah. On attend en tout cas. J'aimerais qu'à la fin, si on termine ceci, que les autorités, ils doivent venir vers nous. Ou bien c'est à nous d'aller vers eux. En tout cas, nous, on est prêts à participer, à gérer. Et c'est tout, je pense. Merci beaucoup, Maguette. Le message est entendu. Rien ne se fera sans pour elle, pour cette jeunesse, mais tout se fera avec cette jeunesse qui a plein d'énergie. La parole à Nassira. Nassira, alors dites-nous, qu'est-ce qui justifie votre présence à ce forum et est-ce que vous avez une histoire personnelle à nous raconter, quelque chose qui vous lie avec cette problématique de l'eau ou bien de l'assainissement? Alors bonsoir, comme il a dit, moi c'est Nassira et je viens du Niger. Alors l'expérience que je voulais partager aujourd'hui avec vous, c'est par rapport toujours aux inondations de 2019, autant pour moi. Nous avons eu 132 000 ménages détruits, et 16 000 sinistrés, 850 têtes de bétail et des classes qui sont tombées. Et je pense que les chiffres, ça parle encore plus. Et cette inondation est venue avec son lot de problèmes, avec... Oui, allez-y. Oui. Et les inondations, c'est venu avec son lot de problèmes, de maladies, d'absentéisme au niveau des écoles, surtout pour les jeunes filles. Et en dehors des inondations, il y a le problème de pénurie d'eau au Niger. Nous sommes au 21e siècle et je me rappelle 2 semaines avant que je ne vienne à Dakar, je me suis réveillée le matin, j'ouvre le robinet, il n'y avait pas d'eau. Il n'y avait pas d'eau parce que tout simplement, quelque part, le système d'exploitation en eau est défaillant. On ne peut pas nous dire que dans une grande ville comme Niamey, au 21e siècle, que tu te réveilles le matin et puis il n'y a pas d'eau. Moi, je pense que quelque part, nos autorités, ils font des efforts. On ne dit pas qu'ils ne font pas des efforts, mais ils ont failli. Et ce n'est pas seulement... Et quelle a été la posture des jeunes que vous êtes quand vous avez constaté justement cette faillite, ce certificat d'échec? Comment est-ce que vous l'avez vécu, vous, en tant que jeune? Quelle a été votre posture? Alors, quand nous avons vécu cela personnellement, déjà, on était obligés de déménager. Et nous nous sommes aussi constitués en petits groupes pour venir en aide aux autres communautés. Nous sommes allés vers les autres personnes qui sont encore plus vulnérables que nous pour les aider, pour sensibiliser, pour prendre leurs besoins et en même temps aller vers les partenaires techniques et financiers qui peuvent apporter un appui quelconque,
Un peu soit-il l'appui qu'ils peuvent apporter à ces populations-là. Oui. Nous sommes allés faire des plaidoyers pour eux. Oui. Parce qu'on se dit que nous, en tant que jeunes activistes, nos voix portent. Alors oui, c'est ce que nous avons fait. Nous avons sensibilisé, nous avons aidé, nous avons relogé, nous avons essayé de trouver à manger pour ces populations. Pourtant, c'est vrai que nous devons le faire, c'est un devoir pour nous, mais le rôle primordial revient à l'État. Alors ça, c'est des solutions. Nous substituer à l'État pour faire ce travail. C'est formidable, ça, vous avez exprimé une solidarité agissante. C'est des solutions conjoncturelles. Et sur le plan structurel, qu'est-ce que les autorités ont est-ce que vous avez été audible? Sur le coup, non. Mais après, c'est les discours, c'est les oui, nous prenons en compte ce que vous dites, nous allons prendre en compte vos préoccupations. Il y a eu tellement de nous ferons, mais beaucoup de choses n'ont pas été faites. Et aujourd'hui, si 2022 ou 2023 arrive encore la saison pluvieuse, moi je sais que les mêmes catastrophes qui se sont produites en 2020 peuvent encore arriver parce qu'il y a le problème d'urbanisation qui est là, il y a le problème d'assainissement qui est là. Il y a les fosses qui ont été, les caniveaux, autant pour moi, qui ont été construits, mais ces caniveaux-là ne servent pratiquement à rien parce qu'ils ne sont pas entretenus par les autorités municipales. Et même si on nous dit, OK, patientez, ça va être fait, ça n'a pas été fait. Qu'est-ce que vous attendez concrètement de ce 9e forum de l'eau? Au sortir de ce forum, je voudrais d'abord que les engagements que les ministres et les autorités administratives, les partenaires techniques et financiers ont pris lors des différents discours, qu'ils arrivent à tenir ces engagements. Nous y tenons. Et que la jeunesse soit impliquée dans toutes les prises de décision qui concernent la jeunesse. Quelque chose qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes, est fait contre les jeunes. Voilà ce que nous attendons. Nous attendons aussi de ces mêmes autorités qu'ils aillent vers les partenaires financiers pour trouver des moyens de sortie de crise à cette problématique qui nous touche particulièrement, nous. Merci Nassira. Merci beaucoup. Tout ce qui est fait pour les jeunes, sans les jeunes, est fait contre les jeunes. Souleymane, oui. Bon, je dirais que nous sommes tous là, c'est parce que nous vivons pratiquement les mêmes réalités. Quand on prend un pays comme le Niger, quand on prend un pays comme le Mali, quand on prend un pays comme la Guinée, c'est à peu près la même réalité. Je pense que quelque part, tous ces pays sont frappés par ces changements climatiques-là et nous traversons à peu près aujourd'hui les mêmes difficultés. Donc ce qu'ils ont dit, c'est très juste. Je me retrouve pleinement dans ce qu'ils ont dit et c'est pourquoi aussi par rapport à mon intervention, j'allais beaucoup plus m'attarder sur la pénurie d'eau au niveau donc, du Burkina Faso, le pays que je connais, parce que je viens de là. Oui. Et à ce niveau-là, quand on fait aujourd'hui un état des lieux, on se rend compte qu'au-delà même des conséquences donc, du changement climatique, il y a aujourd'hui une autre situation dans laquelle nous sommes plongés. Il s'agit donc de la situation sécuritaire. Nous sommes aujourd'hui dans un contexte d'insécurité avec plus d'1 700 000 personnes déplacées internes, dont 60% au plus est constitué de femmes et d'enfants. Nous avons plus de 3000 écoles fermées. Il y a aujourd'hui un autre phénomène qui est en train de prendre de l'ampleur de plus en plus, c'est notamment aujourd'hui le sabotage des installations hydrauliques qui sont faites donc par les groupes armés. Et ça, ce sont des situations qui sont très difficilement vécues par les populations, surtout les populations qui sont au niveau rural. Et aujourd'hui, les grandes villes aujourd'hui qui accueillent ces populations déplacées internes sont également confrontées à une pénurie d'eau. Alors qu'au départ et avant, même qu'on soit confronté à ce problème-là, il y avait toujours eu des pénuries d'eau pendant quelques périodes donc, de l'année au niveau donc, de notre pays. Mais actuellement, avec l'arrivée massive donc, de ces personnes déplacées internes, la majorité des villes qui les accueillent aujourd'hui traversent de sérieux problèmes. Il y a une forte demande, oui. De pénurie d'eau. Alors, aujourd'hui, je prends un exemple terre à terre. Avant, le bidon de 20 litres faisait 10 francs. Dans certaines localités. Aujourd'hui, il se vend à 100 francs. Pour des personnes déplacées internes aujourd'hui qui n'ont aucun revenu, qui sont juste cantonnées au niveau donc, des camps pour déplacés internes, comment se procurer aujourd'hui de l'eau, sachant que le bidon de 20 litres coûte 100 francs et sachant que ce sont des populations qui peuvent se retrouver souvent à 10, voire même au-delà. Donc c'est vraiment une problématique qui touche assez sérieusement aujourd'hui les populations à ce niveau-là.
Et au regard des difficultés, bien sûr, c'est une population aussi qui se montre de plus en plus résiliente. Il y a un certain nombre d'actions qui sont entreprises par les populations, par les jeunes notamment. Quand je prends aujourd'hui l'exemple de la commune de Pama, où des jeunes se sont mobilisés pour réaliser un puits par secteur afin donc de répondre à ce besoin d'eau. Je trouve qu'il y a quand même un certain nombre d'initiatives. On a des jeunes également qui sont engagés à travers, bien sûr, nos clubs YouReport au niveau du pays, qui mènent des actions dans le domaine de l'assainissement et dans la promotion de la gestion de l'eau. Récemment, il y a eu le club YouReport au niveau de la région du Sahel qui a réhabilité, qui a veillé à ce qu'on réhabilite un forage au profit des déplacés internes, qui s'est également chargé donc de l'aspect assainissement. Donc il y a vraiment un certain nombre d'actions qui sont posées. C'est vrai que c'est limite, l'engagement seul ne suffit pas. Mais ce qu'il faut retenir, c'est qu'aujourd'hui au Burkina, en plus du problème d'accès à l'eau, il y a aujourd'hui un sérieux problème d'accès même aux installations hydrauliques qui posent problème dû donc aux problèmes sécuritaires. Merci bien. L'autre question, c'est aujourd'hui, est-ce que vous êtes audible? Est-ce que votre plaidoyer, est-ce que les autorités, dans les instances de décision, les jeunes sont suffisamment représentés pour pouvoir donner de la voix? Je pense qu'il y a qu'à regarder un peu la configuration donc, de ce forum. Pour ma part, j'ai vu qu'il y avait beaucoup de jeunes. Les jeunes sont là. Les jeunes sont venus apporter également leur contribution. Les jeunes sont venus apporter leur réflexion à ce forum-là. Mais est-ce qu'aujourd'hui, véritablement, on prend en compte leurs préoccupations? Nous sommes venus pour donner de la voix et on espère se faire entendre. Donc c'est un peu cela et on espère véritablement que cela va tomber dans de bonnes oreilles afin qu'on puisse échanger et bien sûr voir dans quelle mesure la jeunesse sera impliquée lors des activités à venir. Merci. On reviendra largement sur les solutions. Ce que vous préconisez. À la fin de la rencontre. Sidibé, Seydou, donc à votre tour maintenant de nous dire ce qui justifie votre présence à ce forum et comment vous appréciez aujourd'hui le fait que, en marge de ce grand forum, de ce 9e forum de l'eau, l'UNICEF vous donne cette opportunité-là de se faire entendre, de donner de la voix. Alors, bonsoir à tous. Donc, moi, je remercie UNICEF pour cette opportunité parce que pour un début, j'avais raté déjà mon vol, mais ils se sont battus pour que je sois là. Et parce que la réalité que nous vivons en Guinée, c'est quelque chose de très, très touchant. Et les témoignages que moi j'ai amenés avec moi ici, c'est des témoignages des personnes qui sont vraiment impactées par un sujet sur lequel je vais intervenir, qui est l'impact de la corvée d'eau sur les femmes et les enfants en Guinée. Donc, dans mon intervention, comme je l'ai dit tout à l'heure, je mettrai beaucoup l'accent sur le témoignage des femmes et des enfants. Je vais commencer par définir d'abord la corvée d'eau. Pour ceux qui ne le savent pas, on entend par corvée d'eau, c'est lorsque le temps mis pour la collecte de l'eau potable dépasse 30 minutes en aller-retour. Lorsque ça dépasse 30 minutes, en ce moment, on parle de corvée d'eau. Et dans mon pays, les femmes et les enfants sont ceux qui supportent la plus grande charge liée à l'approvisionnement en eau potable, où ils consacrent près de 80% de leur temps. Les performances scolaires de millions d'enfants, particulièrement les filles, sont ainsi entravées, ce qui peut les amener à arrêter partiellement ou totalement leur scolarisation. Maintenant, je vais partager avec vous les témoignages de quelques femmes et enfants avec qui j'ai eu à échanger et qui ont insisté pour que leur voix soit entendue lors de ce grand débat public. Selon Oumoudiba Keïta, une femme de 33 ans, elle dit « Je suis veuve, responsable de 5 enfants. Je fais de la production du jus de fruits, dont l'ingrédient principal est l'eau. Pour en trouver, je suis obligé de payer certaines femmes pour obtenir une quantité acceptable, étant donné que chaque femme n'a droit qu'à 3 bidons et 2 seaux par jour. C'est insupportable pour moi. » Selon Fatoumata Bin Tabari, une jeune fille de 10 ans, nous transportons de lourds récipients, souvent non adaptés à notre âge et à notre propre poids. Et cela en traversant chaque jour sur les rails du train minéralier. Selon Mamadou Lamine Ba, un jeune garçon de 14 ans, nous puisons 2 fois par jour, le matin à partir de 4 heures et le soir à partir de 16 heures. À chaque occasion, c'est à nous d'aller à la recherche de l'eau. Nous n'avons pas le temps de bien apprendre nos leçons. Parfois, nous partons en retard à l'école. Les enseignants aussi nous frappent. Donc, en conclusion, toutes ces informations montrent comment la non-disponibilité de l'eau
à proximité et la corvée d'eau qui en résulte sont consommatrices de temps pour les enfants en termes d'apprentissage et les femmes pour exercer une activité génératrice de revenus. Voilà, donc le plaidoyer aujourd'hui que moi je vais lancer à l'État et à ses partenaires, c'est de continuer. C'est vrai que l'État, on ne va pas dire que l'État ne contribue pas, les partenaires ne contribuent pas, mais ce n'est pas suffisant. Ce n'est pas suffisant. Il y a des endroits vraiment très enclavés. Il faudrait que l'État met en place, en tout cas, c'est comme les pompes solaires que UNICEF a mis dans les écoles, même si c'est des pompes solaires ou bien des forages, au sein de ces endroits enclavés-là, pour que la corvée d'eau diminue un peu, parce que ça a un impact. Ça a un grand impact sur l'éducation des enfants. Pour l'approvisionnement en eau, c'est principalement dans les grandes banlieues, Koza, Bambeto, Amdelaye, ou bien aussi on retrouve ça en plein ville à Conakry. Même à Kaloum, Kaloum c'est le centre-ville de Conakry. Une fois à Kaloum, vous verrez des gens même qui circulent avec de l'eau dans des sarrettes. Voilà, c'est comme ça on appelle ça chez nous. Ils vendent des bidons. Un bidon à 1000 francs guinéens. Voilà, donc le problème d'accès à l'eau, c'est très difficile et franchement, ça fatigue. Si on est là aujourd'hui, c'est pour lancer un plaidoyer auprès de l'État et de ses partenaires, aussi auprès d'UNICEF, parce que nous, c'est eux qui nous ont envoyés. Il faudrait que... voilà. Merci. Dans la deuxième partie, on reviendra largement sur les solutions proposées non seulement par l'UNICEF pour essayer quand même d'être cette croix de transmission, mais aussi permettre aux autorités de pouvoir prendre les bonnes décisions. On va donner la parole maintenant à Ruben qui va aussi, pour sa part, nous livrer sa conviction par rapport aujourd'hui à tout ce qui est entendu de part et d'autre de ces jeunes qui viennent un peu partout de l'Afrique subsaharienne. Merci beaucoup de me donner la parole dans ce débat. Et, moi, tout d'abord, franchement, je suis impressionné de la conscience qu'ont ces jeunes des enjeux qui touchent leur communauté. Je ne suis pas sûr qu'à leur âge, j'avais cette même conscience. Vraiment, bravo pour tout ça. Et je pense que c'est seulement comme ça qu'on pourra évoluer. On a entendu beaucoup de témoignages touchants et surtout des témoignages des personnes qui ont vécu ces situations. C'est pas, ce ne sont pas des choses qu'on lit dans les journaux, qu'on lit dans ce que nous appelons les évaluations qu'on va faire sur le terrain. C'est des gens qui sont là, qui ont vécu ces situations. Ouais. Et ça nous interpelle effectivement, parce que ça a une autre saveur de l'entendre de la bouche des personnes qui l'ont vécu que de le lire dans un en dehors du politiquement correct. Donc là, c'est très touchant. Et je reviens sur certaines de ces interventions, comme par exemple Maguette, qui a touché le point de l'urbanisation. C'est une question d'urbanisation en fait. Parce qu'il y a des inondations qui se passent, mais c'est beaucoup lié au plan d'urbanisation qui n'ont pas tenu compte du changement climatique déjà, et aussi de l'accroissement de la population aussi, parce que c'est ce qu'il faut dire. Donc, et ça, c'est quelque chose, effectivement, qui touche, qui ne reste pas au niveau de l'eau seulement. Vous comprenez que c'est vraiment les solutions, on en parlera tout à l'heure, je ne vais pas m'attarder dessus, ne se limitent pas à l'alimentation en eau elle seule. En fait. C'est beaucoup plus vaste. Et c'est en ça que le plaidoyer que vous faites tout ici est important, parce que vous touchez non seulement les communautés dans lesquelles vous vivez, vous touchez également, même si parfois ils font semblant de ne pas vous entendre, les décideurs. Donc je vous garantis que vous les touchez. Et j'ai beaucoup aimé les éléments de participation que vous apportez. Vous voulez participer. Et ça, c'est excellent. Et j'ai aussi entendu Nassira du Niger qui parlait de participer, qui parlait de ne pas être sur le bord à attendre qu'on lui apporte de l'aide. Elle a d'ailleurs dit quelque chose, tout ce qu'on fait, et je cite Nassira, quote, unquote, tout ce qu'on fait sans les jeunes, pour les jeunes, c'est contre les jeunes. Et ça, vous avez tout à fait raison. Et quand on termine avec l'intervention de notre ami Sidibé de la Guinée, effectivement, avec la corvée, effectivement. Enfin, on parle il n'y a pas assez d'eau, donc, et non seulement elle est loin aussi, donc il faut que des gens la portent au niveau de la communauté.
Et le usual suspect, comme on dit en français, en anglais, pardon, c'est le jeune et c'est la femme. C'est pas seulement le jeune, c'est la femme aussi. Et c'est une corvée énorme. Et quand on lit ça, à ce dont parlait Souleymane au niveau de l'insécurité, ça rajoute encore. On parle de la violence qui est générée par rapport à ça. Donc, c'est encore une fois, je dis franchement, la conscience de ces enjeux qu'on ressent de ces jeunes, moi, ça m'interpelle et ça me remplit d'espoir aussi, en fait, parce qu'ils en parlent et ils veulent participer à cela. Ils ne restent pas au bord de la route en attendant que quelqu'un le fasse pour eux. Ils veulent être les acteurs de cela. Et c'est ce dont nous avons besoin ici dans notre continent. Et je ne peux dire que bravo à ce qu'ils font et évidemment apporter le soutien que nous pouvons par rapport à cette démarche. Et jusqu'à maintenant, ça a commencé. Je ne pense pas que ça va s'arrêter. Ben, écoutez, bravo à tout le monde et c'est vraiment très, très impressionnant. On va remettre le micro à Madame Tabara Mbouch. Tabara Mbouch. Oui. Aïssata et Tabara, oui. Donc Aïssata qui nous vient du Mali, elle va aussi nous présenter la situation, l'état des lieux et comment est-ce que les jeunes que vous êtes, notamment les jeunes filles, comment vous vivez cette problématique de la difficulté d'accès à l'eau. Moi, Aïssata, je suis ravie d'être là pour représenter la voix des jeunes du Mali et je suis ravie d'être là pour plaidoyer au Forum mondial de l'eau. Et je suis ravie d'être là pour plaidoyer au Forum mondial de l'eau pour faire entendre ma voix, pour qu'on puisse trouver des solutions à tous nos problèmes qu'on va étaler ici. Alors là, je vais parler sur les bouts de vidange, c'est-à-dire les bouts qui sont tirés des latrines. Au Mali, à Bamako, les bouts de vidange qui sont tirés sont directement déversés dans la zone aéroportière. Donc pendant les épisodes de pluie, ces bouts de vidange sont transportés par l'eau dans les fleuves et le reste est utilisé par les paysans dans les champs sans que ça ne soit traité. Donc cela influe sur tous nos problèmes en matière de santé au Mali. Et c'est pour ça qu'au Mali, pendant l'hivernage, on est confronté à plusieurs épidémies de maladies qui sont d'origine hydrique. Il s'agit de la fièvre typhoïde, du choléra, de la diarrhée qui cause aussi la malnutrition chez les personnes, surtout chez les enfants. Alors, ces eaux de boue aussi sont des milieux propices pour le développement des moustiques qui sont à la base de la maladie du paludisme. Et tout le monde sait que le paludisme est une maladie de santé publique partout en Afrique. Alors, aussi, quand on parle d'assainissement, les gens se focalisent directement sur l'eau potable ou sur l'accès à l'eau, mais on ne parle jamais de la chaîne dans tout ça. Il faut dire sur toute la chaîne de l'assainissement. Actuellement, au Mali, il n'y a pas de projet qui est là pour générer les bouts de vidange. Mais il y a un projet qui est venu actuellement, un projet allemand, une ONG allemande, du nom de Borda. C'est Bremen Overseas Research and Development. Ils sont là dans 2 villages du Mali. Il s'agit de Djoila et de Kita. Là, les stations ne sont pas encore en place, mais ils sont en train de voir comment former des gens pour pouvoir mettre cette station en marche. Donc, moi, je suis là à demander aux autorités maliennes de chercher d'autres ONG comme ça qui peuvent nous aider à gérer ce problème qui est un problème de santé et d'assainissement chez nous. Lien qui est fait chez lui, Souleymane Maïga au Burkina par rapport à la situation sécuritaire. Est-ce que c'est la même situation chez vous? Oui, c'est la même situation chez nous. Surtout au nord du Mali, parce que c'est là-bas il y a la sécurité sécuritaire. Et ça les impacte du niveau de l'eau. Là-bas, ils sont obligés d'aller puiser l'eau pour venir stocker ça. Et ce stockage d'eau peut être
des milieux propices encore pour le développement des moustiques. Moi, je suis dans le domaine du paludisme. Je travaille sur un projet de lutte contre le paludisme. Donc, lorsque ces moustiques pondent des œufs dans ces eaux et que après ça vient des larves, des nymphes et que ça émerge, ça peut entrer directement dans les concessions de ces personnes. Et ils sont vraiment en contact avec la maladie. Donc, si l'État peut trouver une solution pour que ces zones en insécurité puissent avoir un accès facile à l'eau. Merci. Sur la posture des jeunes, les attitudes et comment aujourd'hui les jeunes aussi sont attendus sur ces différentes problématiques, notamment l'accès à l'eau et à l'assainissement. Madame Tabara Mbouch, vous avez la parole. Vous aussi, dites-nous qu'est-ce qui justifie votre présence ici et jusque-là, qu'est-ce que vous avez eu à faire dans cette problématique-là? Alors, bonjour à tous, bonsoir à ceux qui nous suivent. Bonsoir Madame Tchibilda et Monsieur Ruben, et merci à l'UNICEF d'avoir permis quand même la présence des jeunes dans ce forum. Alors, comme vous pouvez le lire ici, nous avons pour chaque enfant le droit à l'eau et à l'assainissement. Je pense qu'on devait ajouter à la fin à l'école. Alors moi, mon plaidoyer, il est toujours d'actualité. 35% des établissements scolaires en Mauritanie disposent d'eau. Et qui dit manque d'eau dans un établissement scolaire dit manque de latrines. Et qui dit manque de latrines dans les établissements scolaires parle de maladies qui touchent surtout les enfants et des maladies mortelles comme le diarrhée. Nous avons eu à travailler avec l'UNICEF dans beaucoup de projets de sensibilisation sur le washing school. Mais toujours le problème est persistant. Il y a beaucoup d'écoles que nous avons visitées qui ne disposent pas d'eau et ne disposent pas de latrines. Et ce phénomène, cette problématique joue beaucoup sur l'éducation, non seulement des jeunes enfants, mais surtout des filles. Et on sait tous qu'une fille qui va à l'école, à une certaine période, elle peut rester une semaine sans venir à l'école parce que seulement elle n'a pas l'accès à l'eau pour ses besoins quand elle aura ses règles. Et ça, si ça continue à persister, cette fille va finir par laisser l'école parce que le fait de rester une semaine déjà, tu rates des cours et tu ne vas jamais rattraper. Et parfois, la maman, elle en a tellement marre qu'elle reste à l'école que finalement, elle va lui dire, tiens, puisque tu ne sers pas grand-chose, donc tu peux rester pour la corvée de la maison. Et dans les établissements scolaires que nous visitons, avec vraiment aussi des photos à l'appui, nous essayons de sensibiliser les enseignants, de sensibiliser les directeurs d'école pour qu'ils puissent inculquer l'éducation hygiénique à l'école. Mais aussi, il faut qu'on inculque aussi cette éducation à bas âge et qu'on exige. Et ça, c'est le rôle des APE, les associations de parents d'élèves, que l'école que fréquentent nos enfants doivent être dotée de latrines et d'eau potable. Parce que si on ne l'a pas, c'est toute la chaîne qui est malade. Les garçons, par exemple, ils vont sauter le mur, faire leurs besoins, après ils vont aller acheter avec la dame qui vend d'y manger devant et après ils vont manger avec leurs mains. Et avec ça, je pense qu'on gagnerait plus à investir dans la construction de latrines qu'à soigner des maladies. Et à la longue aussi, ça aiderait plus à maintenir les filles à l'école, ça aiderait aussi plus à rendre le cadre d'éducation très agréable. Donc voilà, nous, c'est vraiment ce plaidoyer que nous continuons toujours de mener et pour que l'environnement de l'éducation soit propice. L'accès à l'eau et à l'assainissement devrait être une priorité dans les établissements scolaires de la Mauritanie, mais aussi de l'Afrique. Et je pense que ce n'est pas seulement un problème mauritanien, c'est un problème généralisé. Et le seul souci, c'est qu'on construit les latrines, mais il n'y a pas d'eau. Et s'il n'y a pas d'eau, après on va casser, on va mettre du sable, après il n'y a plus de latrines. Donc c'est vraiment un problème et j'aimerais vraiment qu'on essaie de réfléchir. Oui, réfléchir. Oui. On va passer à Djibril Niang sur maintenant les solutions. Djibril, vous avez entendu le plaidoyer, vous avez entendu l'état des lieux, sans complaisance, en dehors du politiquement correct, sans gants. Alors qu'est-ce qu'il faut maintenant? Qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que vous envisagez? Qu'est-ce que vous avez eu à faire et qu'est-ce que vous attendez? Qu'est-ce qui doit être fait? Voilà, merci beaucoup. Moi je m'appelle Djibril Niang, directeur de JVE Sénégal. Donc ça fait un bon moment que nous suivons ces jeunes avec l'UNICEF. Et je tiens à les remercier. Donc j'ai participé à pas mal de débats, donc je suis dans les groupes et tout ça. Donc je vous suis et je suis très content de ce que vous faites.
Donc je pense que ça déjà c'est une solution. Parce que dans les solutions, il y a la mobilisation des acteurs et des citoyens. Et dans cette mobilisation, on doit arriver à créer d'autres Wangari Matari dans le domaine de l'eau. Ouais. On doit arriver à faire de ces jeunes-là des jeunes qui vont porter ces combats-là. Parce que le plaidoyer ne va jamais finir. Il faudra qu'on continue à porter le plaidoyer. Et voilà, je suis très content aujourd'hui aussi qu'on organise ça au Sénégal. Parce qu'aujourd'hui, en matière d'eau et d'assainissement, je pense que le Sénégal a pris des mesures et il y a des choses que nous pouvons copier chez d'autres, mais il y a des choses que d'autres peuvent copier chez nous. Tout à fait. Je pense qu'aujourd'hui, avec des programmes comme le PUDC et beaucoup d'autres programmes aujourd'hui, les forages sont en train de sortir de terre et il y a des régions aujourd'hui, il faut le reconnaître, donc, où l'accès à l'eau est devenu une réalité. Donc en matière d'assainissement aussi, on fait beaucoup de sensibilisation sur les toilettes sèches, sur voilà, tous ces trucs-là. Et je pense que le Sénégal s'est doté de l'usine de Cambérène. Donc je pense qu'il y a des stands qui sont là. Donc ça, c'est des choses qu'il faut comprendre. Mais par rapport aux solutions, je pense que la première des solutions, c'est de tout faire pour que les questions liées à l'eau soient placées au point central de l'agenda politique et international. Aujourd'hui, on parle beaucoup d'eau, mais il faut que le monde pense eau. Parce que tout commence par l'eau. On organise le Forum mondial de l'eau, sans eau, on n'aurait pas organisé. Donc aujourd'hui, tout le monde peut rester ici sans manger, mais personne ne peut rester toute une journée à Diamniadio sans boire. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut que l'eau soit priorisée et que ça soit mis vraiment au sommet. Autre chose, il faut réorganiser la société civile. Je pense qu'aujourd'hui, on parle beaucoup de l'implication des jeunes. On ne peut pas dire que les jeunes ne sont pas impliqués. Par exemple, vous voyez ce stand-là, nous nous sommes battus pour que ça existe lors de ce forum-là. Et aujourd'hui, vous voyez, il y a député Marem Soda, il y a l'association des jeunes professionnels de l'eau qui viennent de partout dans le monde, qui sont là aujourd'hui. Et il faut essayer de les encadrer parce que impliquer les jeunes, c'est une chose, mais qu'est-ce que les jeunes apportent comme contribution? Ça, c'est autre chose. Voilà, et ils sont impliqués à quel niveau? Ils sont à bas de l'étage, au milieu, ou bien est-ce qu'ils sont les rôles secondaires, ou bien voilà, est-ce qu'ils sont là que pour la mobilisation? Donc ça aussi, je pense que ce qu'a fait UNICEF aujourd'hui, mettre les jeunes devant, leur donner la parole, ça c'est des choses. Donc encourager aussi l'ouverture du marché. C'est-à-dire aujourd'hui, les questions d'eau sont monopolisées au niveau central. Quelle est la part des collectivités? Est-ce que les collectivités aujourd'hui ont le droit d'aller négocier des concessions avec des privés pour essayer de régler les problèmes d'eau dans leur zone? On a beaucoup d'îles au Sénégal, peu d'îles ont de l'eau potable. Si on prend les îles de la Casamance, je vois mon ami de la Casamance qui remue la tête, c'est vrai, je connais les 24 îles de la Casamance, il n'y a pas d'eau. Caravane, c'est le seul point d'arrêt du bateau Le Diola, il y a du bateau, excusez-moi, du bateau Aline Sitoé, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité. Il faut trouver des solutions innovantes et adaptées au niveau local parce que c'est des îles. Et je termine par la mobilisation des ressources financières, le nerf de la guerre. Il y a énormément d'entreprises qui sont là, qui proposent des solutions, mais ces solutions ne sont pas accessibles sans financement. Aujourd'hui, il y a beaucoup de niches dans le secteur de l'eau. Hier, avant-hier, quand on a lancé cet espace, on a invité des jeunes. Vous dire qu'au Sénégal, il y a une dame à Oussensar qui est ingénieure et qui travaille à la SONES. Il y a d'autres jeunes qui ont créé des startups, des entreprises. Et le secteur de l'eau, il y a beaucoup de niches pour les jeunes professionnels qui sont là. Mais il faut savoir aussi les accompagner et les financer. La gouvernance, voilà. Donc, la gestion des derniers. Donc, et après tout ça, voilà. Donc, on vient maintenant sur l'encadrement de tout ça. C'est par ça que je voulais terminer, parce qu'il y a aussi la gouvernance, il y a le cadre réglementaire, parce que si on met beaucoup de fonds, si on réorganise tout le monde, maintenant, il faut essayer de mettre sur pied un cadre réglementaire pour que chacun ne puisse pas faire ce qu'il veut quand il veut. Donc, je pense qu'il y a énormément de solutions. Et aujourd'hui, les solutions les plus novatrices viennent des jeunes. Donc, on ne peut pas les exclure. Et je termine par là. Ce qui me plaît dans le monde de l'eau, surtout au Sénégal et dans la sous-région ouest africaine, c'est que c'est un monde qui est entre la main des femmes. Donc, c'est les femmes qui gèrent ça. Donc, aujourd'hui, vous allez voir député Marem Soda, c'est elle qui nous représente partout dans le monde. Fatima, c'est elle qui dirige AGPS. AGPS Mali est dirigée par une dame. Donc, aujourd'hui, même ici, je pense que les dames ont gagné. Donc, c'est ça. On les met devant. On suit derrière parce que c'est les personnes les plus fatiguées en matière d'eau. Quand on parle de corvée de l'eau, en général, ce n'est pas les hommes, c'est les femmes. Donc, il faut savoir les écouter. Tout le monde a des solutions pour les jeunes. Mais je pense que les jeunes aussi ont des solutions pour eux-mêmes. Donc, il faut juste savoir les écouter et les appuyer. Merci beaucoup. Merci Djibril. Nous allons passer le micro à Daouda Cham, qui nous vient de la Gambie. Alors, Daouda, dites-nous, quelle est la situation chez vous?
Thank you so much for this opportunity. Actually, I was supposed to talk about mangrove revival. I don't know whether I should still talk about that or yes. Okay. All right. Thank you so much. I think mangroves are really important. And before we talk about their revival, I think it's important we talk about what really is the problem, because something has to inspire us talking about reviving mangroves, because we understand that mangroves are actually the only woody halophytes that actually grow in salty coastline areas. And my country is one of the countries in the Sahel that has a lot of mangroves. But recently we have seen that the mangroves are really being deforested, and people cut down the mangroves, and they are not. While they cut, they don't actually replant or grow another mangroves again. So we all understand that mangroves are really important in terms of water quality in this the ecosystem that they are in. They really improve the water quality, and they also serve as habitat for some organisms such as fish, oysters, and so on. And also it has so many economic benefits, because we know that women around those areas, around the coastline areas, do fetch oysters in those areas. But if all the mangroves are being deforested, are all being cut, therefore the economic activities of those women will be affected. And that is why we really need to come up with solutions that are actually going to solve those problems that we have. If not, what would happen at the end of the day, our ecosystem would be affected, because the organisms or the animals that live in those mangroves would no more be there, and also the water quality of that particular ecosystem would be affected, and the women too would not have anywhere to actually do some of the economic activities that they do to feed their families, but also to get money to solve some of their problems. So what we can do as a people is to come up with solutions, like I said, and some of the things that we can do is to be engaging in planting mangroves. We have seen a lot of this in my country, in the Gambia. Civil society and also organizations support civil society organizations to grow mangroves. But I think we really need to intensify this, so that at the end of the day, the mangroves that are being exploited, they are being replaced, so that at the end of the day, the women that actually fetch oysters in those areas will be able to have oysters, but also us that depend on fish and other organisms will be able to have those in those areas, and the water quality in some of these areas would also be improved. So I will allow my colleague, he's supposed to also talk about this, and I think he will also have something to say. Bully. Bonsoir tout le monde. Je pense que voilà, avant de parler de la question de la mangrove, je vais juste en fait parler également de la question de l'accès à l'eau en 2 minutes. Le doyen Djibril parlait ici de l'exemple des îles de la Basse-Casamance. Oui. Voilà, j'ai fait une île qu'on appelle Boko, qui est une île du Bilis Kassa, dans le cadre de mes recherches en master. Alors, quand j'ai atterri sur l'île, la femme du chef de village de ce village-là m'a donné en fait un pot d'eau pour boire. Alors, quand j'ai bu l'eau, je vous assure, en fait, la première des choses que j'avais, c'était en fait de vomir, en fait, d'enlever l'eau carrément. Mais bon, je me suis dit, attends, la femme, en fait, voilà quoi, avec tout ce qu'elle a, donc c'est un signe d'hospitalité. Je ne pouvais qu'en fait boire l'eau là, en prenant le risque, en fait, en sachant que voilà, l'eau, en fait, en termes de goût, elle n'est pas en fait de qualité, en fait. Rien pour dire que voilà, dans cette île-là, où j'ai fait 72 heures, je ne me suis pas lavé. Parce que la femme, dans sa maison, elle avait que 4 bouteilles qui sont stockées, 4 bouteilles d'eau. Alors je lui ai posé la question, elle m'a dit oui, l'eau là, c'est l'eau qui provient de Kafountine, sur la terre ferme. Et pour collecter de l'eau de Kafountine sur l'île, il faut faire plus de 2h30 de pirogue. Et la bouteille d'eau, elle est achetée à 300 francs à Kafountine. Imaginez le calvaire que ces communautés-là souffrent. Je pense que aujourd'hui, ce forum-là, pour moi, ce qui était important, c'est d'appeler en fait ces communautés-là
qui sont en train de vivre au quotidien la problématique de l'accès à l'eau, du point de vue de qualité, mais du point de vue également de la disponibilité, parce que c'est difficile en fait de collecter l'eau dans ces zones-là. Et c'est important. Et pour dire c'est vrai, l'État est en train de faire un effort avec le projet d'adduction en eau dans les îles de la Basse-Casamance. Mais vraiment, c'est un projet qui tire en longueur, ça prend énormément de temps. Et les infrastructures, vraiment, les réalisations n'avancent pas. Et ça, c'est vraiment quelque chose qu'il faudra vraiment avancer, accélérer pour aider ces communautés-là vraiment à sortir de ces problématiques. Alors, pour parler de la question de la mangrove est un écosystème extrêmement important du point de vue dans les îles du Saloum. Il y en a, voilà. À part le Saloum en Casamance où nous avons vraiment de vastes étendues de forêts de mangrove. Alors, la mangrove, c'est un écosystème important du point de vue écologique et économique. Alors, écologique, la mangrove, c'est l'écosystème qui séquestre plus de 3 fois de carbone que tous les écosystèmes terrestres qui sont là. Donc, d'où l'importance en fait de multiplier les activités de reboisement. Alors, pourquoi la mangrove? Nous, notre association à Ziguinchor, l'association dans laquelle je fréquente, qui s'appelle Déclic, Développement Citoyenneté, Leadership Intégré et Communautaire. Alors, nous nous sommes mobilisés en fait à accompagner les communautés qui sont actives dans la gestion des forêts de mangrove. En faisant quoi? En les motivant à aller dans le sens du reboisement de la mangrove, parce que c'est important. Parce que comme je l'ai dit, la mangrove est un écosystème qui protège également notamment l'avancée de la langue saline, mais également la mangrove c'est un écosystème qui se trouve entre la terre et la mer, c'est-à-dire l'eau. Et donc, après les mangroves, c'est les rizières. Donc ces rizières-là sont affectées. Alors si les femmes reboisent, donc voilà, ces mangroves-là, du point de vue séquestration de carbone, mais également absorption du sel, la reforestation permet également de récupérer le sel. Montrer dans le cadre de votre master. Oui, moi, dans mon master, j'ai travaillé sur les problématiques d'assainissement. Mais là, le projet sur lequel je suis et je coordonne, il s'agit en fait d'améliorer la gestion communautaire des forêts de mangrove à travers les organisations communautaires de base. Parce que ce qu'on observe, c'est qu'il y a des organisations comme l'ICN qui viennent, qui accompagnent les collectivités à faire des reboisements. Mais ces reboisements-là, en fait, sont financés par ces organisations-là. Alors nous, on aimerait apporter un changement, c'est-à-dire pousser les communautés à développer des modèles, des plans d'action, autofinancement en fait, en développant ce qu'on appelle les ASER, les activités génératrices de revenus, pour permettre également d'avoir des fonds, de capter des fonds et de développer des activités de reboisement. Edwige, oui. Vous allez aussi nous livrer votre part de vérité, Edwige, par rapport à la problématique. Merci beaucoup, monsieur le modérateur, et bonjour à tout le monde. Tout d'abord, avant d'en venir aux solutions, permettez-moi un peu. Oui. Permettez un point de parler sur comment est-ce que le manque d'eau impacte, n'est-ce pas, sur l'éducation des filles. D'abord, pour rappel. Où exactement? Au Tchad. Au Tchad, oui. D'abord, pour rappel, l'accès à l'eau potable est un droit fondamental qui est reconnu d'abord par l'Assemblée générale des Nations Unies et le Conseil des droits de l'homme en 2010 et réintégré en 2015. Mais force est de constater, n'est-ce pas, que dans certains pays du Sahel, ce droit est bafoué. Et au Tchad, par exemple, on a plus de 88% des ménages qui n'ont pas accès à l'eau potable directe. Et là, on imagine un peu. D'après l'enquête à indicateurs multiples, on a plus de 73% des femmes de plus de 15 ans et 16% des filles de moins de 15 ans qui marchent des jours pour chercher de l'eau. Et c'est là qu'ils empruntent des chemins très dangereux. Et cela peut les exposer au viol, voire même des viols sexuels. Maintenant, c'est que je voulais peut-être rebondir un peu en termes de solutions. C'est vrai, nous ne sommes pas venus ici juste pour parler devant les gens et puis rentrer. Ouais. Nous sommes venus ici pour dire que du côté des jeunes, du côté des gouvernements, du côté des partenaires ou bien des institutions internationales, nous, en tant que jeunes, nous voulons entrer dans la danse. Nous ne voulons pas être des téléspectateurs, rester pour observer comment est-ce que cela s'est fait. Non. Il y a quelque chose de magnifique qui s'est passé aujourd'hui, par exemple, lors de ce forum. On a primé des jeunes qui sont sortis avec
des idées innovantes sur la question de l'eau et de l'environnement. Et là, nous ici présents, nous en sommes conscients et nous sommes prêts pour faire ce genre d'initiative. De deux, il faut que l'État, selon les gouvernements, puisse renforcer la capacité des jeunes dans le domaine. De nos jours, beaucoup plus, ce qu'il faut voir, on parle de l'économie bleue et de l'économie verte. Donc il faut vraiment former des jeunes dans ce domaine pour que demain, voilà, nous puissions prendre la relève. Maintenant, pour finir, le problème, n'est-ce pas, du changement climatique, le problème d'accès à l'eau potable et à l'assainissement ne sont pas les seuls problèmes du monde, mais c'est les seuls problèmes qui concernent tout le monde. Donc, tous ensemble, partenaires, gouvernements, institutions internationales, nous devrons nous mettre ensemble pour la paix, la sécurité et le développement durable à travers l'eau. Je vous remercie. Salam alaikum, bonsoir à tous. Je m'appelle Mamsé Mouniang de la Mauritanie et j'aimerais rebondir sur ce que mon ami Laoul vient de terminer. Donc, pour parler un peu de l'impact de l'eau sur l'éducation des jeunes filles. Donc, et aussi sur les ODD. Donc, à l'intérieur, en Mauritanie, à l'intérieur, dans les régions les plus reculées, nous remarquons qu'il y a une forte manque d'eau, c'est-à-dire qui viennent impacter sur l'éducation des jeunes filles et ça amène vraiment une confusion et les établissements sont des établissements qui sont vraiment des établissements scolaires publics qui sont impactés par le manque d'eau. Les jeunes filles sont plus impactées parce que nous avons constaté à travers nos projets que nous avons réalisés en partenariat avec l'UNICEF que les établissements sont en recul et les jeunes filles n'arrivent plus à accéder à l'école. Et quand on pose les questions qui se posent, on nous dit que les problématiques est qu'il y a manque d'eau et les jeunes filles ne peuvent pas aller à l'école parce qu'ils doivent aller faire des kilomètres pour essayer de puiser de l'eau, pour essayer de revenir. Et ces retards-là impactent un peu sur leur éducation. Et les enseignants ne les laissent pas aussi participer pleinement à suivre les cours et pouvoir être à l'heure à l'école. Et c'est ce qui fait un peu qu'ils ont des soucis. Donc, nous savons qu'en Mauritanie, plus de 50% de la population ont moins de 18 ans. Et selon les stratégies aussi mises en place par nos partenaires, c'est-à-dire nos partenaires mauritaniens, nos partenaires publics et privés aussi, des stratégies sont mises en place. Les stratégies 2015-2030 qui parlent des ODD, des développements durables, qui viennent aussi pour compléter toutes ces problématiques que rencontrent les jeunes aussi au niveau de la population mauritanienne. Donc, bon, dans cette mobilisation que vous venez de dire, je vais parler plutôt de la société civile que je représente, l'ONG EZER, qui œuvre sur la citoyenneté et le développement durable. La citoyenneté et la citoyenneté et les droits humains. Donc, nous sommes très impliqués dans ces problématiques de jeunesse, dans ces problématiques de l'eau, surtout nous qui sommes une ONG qui travaille surtout dans le domaine des développements durables. Nous voulons plus appeler les partenaires à nous accompagner dans ce que nous faisons parce que nos projections sont un peu limitées parce que nous n'avons pas assez d'ouverture et d'opportunités pour nous exprimer et mettre face à ces problématiques-là. Les jeunes sont impliqués parce qu'il y a des jeunes actuellement qui représentent la société civile, des jeunes professionnels de l'hôtel que nous sommes aussi. Nous voulons vraiment porter la voix et hausser la voix aussi pour que nos dirigeants puissent nous accompagner pleinement dans la mise en œuvre des projets qui sont vraiment rentables, des projets accessibles et des projets qui sont ouverts pour que tous ces jeunes puissent participer pleinement aussi à éradiquer ce fléau de cette problématique d'eau aussi qui se pose dans nos régions aussi de la Mauritanie. Donc merci. Je vais passer la parole à notre ami. Rebonjour tout le monde, je suis Prudence, je viens du Cameroun. Je vais plus m'attarder sur le problème de l'eau qui touche les filles en particulier. Parce qu'au Cameroun, et selon la tradition africaine en général, l'eau est réservée aux filles. Mais peu d'institutions connaissent suffisamment les contraintes auxquelles ces filles doivent faire face pour avoir cette eau. L'approvisionnement en eau est tellement compliqué. Dans le grand nord du Cameroun,
Il faut se ravitailler dans des maillots, dans des cours d'eau qui ne sont vraiment pas potables. Et au Grand Sud du Cameroun, l'eau revient à 3 heures du matin. Il faut couper le sommeil pour partir puiser de l'eau. Que les gouvernements prennent en considération les réalités de ces filles-là, qu'ils doivent connaître leurs besoins et leurs priorités. Il faudrait que les institutions et les gouvernements investissent dans l'éducation des filles. Parce que éduquer une fille, ce n'est pas seulement éduquer une personne, mais c'est éduquer une nation entière. La fille pourra prendre sa main en vie, sa main, et participer davantage aux décisions, aux politiques de prise de décision qui contribueront au bien-être de sa communauté et de sa famille. Il faudrait renforcer le leadership féminin pour pouvoir autonomiser ces femmes-là. Et enfin, je vais m'attarder sur les formations des filles en technique de conservation de l'eau. Je suis agroécologue et je me focalise davantage sur l'agriculture. Il faut apprendre à ces femmes-là à avoir des sources de revenus, ne plus compter sur l'agriculture pluviale, mais développer des autres techniques qui pourront leur permettre à eux et à leur famille de vivre aisément. Exemple de ces techniques, il y a la technique du Zaï ou du Tassa qui se fait déjà au Niger. J'aimerais que les organisations puissent implanter ça dans les autres pays du Sahel. Comme une autre technique, il y a la technique des cordons pierreux ou des demi-lunes qui permettent de conserver les eaux de pluie et facilitera le rendement en agriculture. C'est un peu ça, merci. Ok, merci. Moi, je vais beaucoup plus parler du rôle du gouvernement et des institutions internationales. Mais avant tout, je vais d'abord vous donner un exemple concret que j'ai vécu. Quand j'étais en vacances dans mon village, j'ai constaté qu'il y avait tellement de manque d'eau et même s'il y avait un peu d'eau, l'eau n'était pas potable. Donc, la population partait tellement loin pour chercher de l'eau. Et là encore, l'eau n'était pas du tout bien. Et quand je me suis approchée des jeunes pour leur demander pourquoi ils ne filtrent pas l'eau avant de la consommer ou de travailler avec, on me dit que c'est parce que je viens de la ville que je vais leur donner des conseils, donc que je garde mes conseils. Donc moi, le problème que je vois ici, c'est que la plupart des jeunes, partout ailleurs en Afrique, en particulier au Tchad, il y a une méconnaissance sur la question de l'eau et de l'assainissement. Alors, moi, je veux parler au nom des jeunes voix du Sahel du Tchad. Nous allons recommander que le gouvernement et les institutions internationales puissent réduire les conséquences sanitaires du manque d'eau et de l'assainissement et aussi d'allouer les initiatives et les actions des jeunes en faveur de l'eau et de l'assainissement et aussi avoir un accès d'eau pour toute la population tchadienne. Et en plus de cela, le gouvernement doit aussi encourager les jeunes à prendre des initiatives. Et nous, les jeunes aussi, nous devrions mettre en tête que ce n'est pas seulement les institutions et le gouvernement qui peuvent vraiment nous aider. Nous-mêmes, on peut faire des activités, des actions qui peuvent faire venir vers nous le gouvernement ou les institutions. Si seulement on reste à dire que le gouvernement, les institutions, on ne peut pas avancer. Nous sommes les jeunes du Voie du Sahel, nous devrions défendre vraiment le Sahel parce que le problème de l'eau ne concerne pas seulement le gouvernement ou les institutions. Nous, les jeunes, nous sommes les plus impliqués dans la question de l'eau et de l'assainissement. Suffisamment. Oui, moi je pense que c'est vraiment une très belle question. Les voix des jeunes filles sont entendues parce que nous les filles, nous faisons tellement des actions qui sont innovantes. Et nous ne travaillons pas seulement seuls, on a aussi besoin des hommes à nos côtés parce que nous, on ne peut pas travailler tout seul. Et les hommes aussi n'ont pas le droit, ou les hommes aussi ne peuvent pas travailler tout seuls parce qu'on dit que une seule main ne peut pas applaudir. Donc nous travaillons dans nos différentes associations pour la question de l'eau et de l'assainissement. Et aussi, nous avons des hommes et des garçons à nos côtés pour nous soutenir dans nos différentes initiatives et actions.
chez elles, mais aussi faire un état des lieux et proposer des solutions, notamment par rapport à la mobilisation des jeunes globalement et des jeunes filles en particulier. Nous allons revenir maintenant à Félicité qui va nous dire, qui est la directrice régionale adjointe, qui va nous réagir par rapport à tout ce que vous avez eu à exprimer comme sentiment, mais surtout comme constat. Qu'est-ce qui a attiré votre attention principalement? Oui, c'est bon. Merci beaucoup. J'avais raison quand j'ai commencé ce débat, qu'il y avait vraiment de la passion, il y a de l'engagement des jeunes ici. On constate vraiment que c'est clair que vous voulez faire partie de la solution. Vous voulez être les agents de changement. Vous voulez faire les choses et non pas qu'on fasse les choses pour vous. Ça, pour moi, c'est le gros message qui est fort, qui ressort un peu de ce débat. Je constate aussi que vous avez une connaissance incroyable du sujet que l'on a discuté. Vous avez parlé de la question à la fois de la pénurie, où il n'y a pas assez d'eau, où il y a trop d'eau, les inondations, la question des problématiques de la corvée de l'eau, les problématiques des filles dans les écoles quand il manque de l'eau, quand il manque des toilettes. Vous avez parlé aussi des solutions, les solutions qui existent, que vous êtes déjà à petite échelle en train de mettre en œuvre. On a parlé du reboisement, on a parlé de l'importance de l'entrepreneuriat autour de l'eau, de l'hygiène et de l'assainissement. Donc vraiment de très belles idées. Ce que moi je retiens et qui est mon message, c'est que l'eau, l'hygiène et l'assainissement, c'est un droit fondamental, on le sait. On l'a écrit ici sur cette affiche. Mais l'Afrique, malheureusement, est en retard par rapport à d'autres continents. Ça aussi, c'est un message clé. Donc, il faut qu'on accélère. Et on ne peut pas accélérer les uns seuls, isolés. Il faut qu'on accélère ensemble. L'accélération, c'est quoi? C'est qu'on sait que, par exemple, la population de l'Afrique, c'est 17% du monde, dans le monde, de la population, mais la moitié n'a pas accès à l'eau, un tiers n'a pas accès à l'assainissement. Donc, vous voyez qu'on a un véritable problème. Alors, les solutions, qu'est-ce que l'UNICEF? L'UNICEF, comme toujours, s'engage auprès des populations et en particulier des jeunes pour être l'ambassadeur, pour porter la voix. Vous donnez l'espace parce que vous avez déjà de la voix. Vous n'avez pas besoin que l'UNICEF porte votre voix. Elle est là, elle est suffisamment articulée, elle dit les choses telles qu'elles sont de ce que vous avez, de ce que vous vivez au quotidien, de ces histoires qui sont quand même très dures. Quand j'entends Maguette qui dit qu'elle a failli, qu'elle a perdu sa maison, c'est un drame. Et il y a des drames. Moi, j'ai fait 3 ans au Niger. Donc, j'ai connu les inondations du Niger. J'ai connu les écoles qui fermaient, les personnes qui étaient déplacées, qui devaient vivre dans les salles de classe, qui avaient tout perdu. Ça, je l'ai connu. Donc, on le sait, j'étais au Cameroun, dans le nord du Cameroun. Et comment c'est difficile. Il y a le problème du choléra parce que les gens sont obligés d'aller chercher de l'eau dans les trous, dans le maillot, comme on dit. Donc, c'est des questions qui touchent. Quelqu'un a dit ici qu'il y a des problématiques qui touchent les uns les autres, mais la problématique de l'eau et de l'assainissement touche tout le monde. Il n'y a pas quelqu'un qui peut rester indifférent. Si vous n'avez pas d'eau, c'est vraiment très compliqué. Donc, ça touche tout le monde et c'est pour ça que tout le monde doit se mettre ensemble et que chacun a un rôle à jouer. Nous, UNICEF, bien sûr, en accompagnement, en essayant de faire du plaidoyer pour plus de financement, en essayant de donner une plateforme pour que toutes les parties s'expriment. On doit faire appel au gouvernement, bien sûr, aux communautés, mais aussi au secteur privé. Mais ce secteur privé, il doit
pouvoir croire en l'entrepreneuriat des jeunes. Parce que c'est les jeunes qui vont trouver les solutions. Il faut juste qu'on leur laisse la possibilité de trouver ces solutions. On a vu, dans chaque fois qu'on a fait, par exemple, un hackathon, les jeunes sont venus avec des solutions. Donc, il faut libérer ces énergies. Nous qui sommes déjà un peu vieux, comme on dit, notre cerveau n'a plus cette créativité. Donc, on a besoin de vous donner de l'espace pour cette créativité qui est là, qui va trouver des solutions. L'économie verte, on en a parlé, c'est très important. La reforestation, c'est ça le futur. Le Sahel peut être reforesté. On a vu dans certains pays, ça a été fait. Je sais que, par exemple, au Bénin, quelqu'un a pu remettre de la forêt, des arbres et tout là où il n'y en avait plus. Donc, c'est possible de reverser cette situation. Et nous, on a... Notre politique, c'est vraiment que dans chaque école, il y ait des toilettes pour filles, des toilettes pour garçons, qu'il y ait de l'eau. Parce que c'est comme ça que l'école doit être une école standard. Et on fait le plaidoyer auprès des gouvernements pour cela. Nous mettons en place, par exemple, les innovations autour de ce que nous appelons le hub solaire. Le Sahel, c'est un pays d'opportunités avec du soleil. Mais on doit utiliser ce soleil pour nous aider à pouvoir avoir des pompes solaires pour de l'eau, avoir de l'eau dans les écoles, de l'eau dans les centres de santé. C'est vraiment notre rôle et on est là pour ça. Et on est passionné par ça. Vous voyez qu'on est tous là. Et on est aussi passionnés que vous, même si on y croit. Vraiment, c'est ça pour moi le message, que c'est ensemble qu'on va y arriver. Hein. On dit qu'on a besoin de tous les doigts d'une main pour laver le visage. Donc, on a besoin vraiment de vous et votre message est clair. On ne pourra pas y avancer, on ne pourra pas y arriver sans vous. Merci. Merci, Madame la directrice régionale adjointe, Madame Félicité. Nous allons passer le micro à Mamdiara puis à Pava. Et ensuite, nous allons donner le mot, la réaction pour la conclusion à l'honorable député Mariam Soda Ndiaye qui nous a rejoint, très disponible, qui aussi, voilà, qui quand même reste très disponible à tout ce qui concerne les jeunes. Honorable, enchanté, et voilà. Mamdiara puis Pava. Moi, je vais mettre l'accent sur l'agriculture. Comme au Sénégal, comme dans d'autres pays de l'Afrique, l'agriculture est la première source économique. Donc, parler de l'agriculture, c'est parler de l'eau. Et ici au Sénégal, on n'a que 3 mois de pluie. Dire que notre économie va se reposer que sur 3 mois, il faudra qu'on y repense, trouver des solutions alternatives pour y remédier. Et sur ce, je pense qu'il n'y a pas mieux de donner le pouvoir, la voix aux jeunes pour qu'ils puissent agir face à cette problématique-là. Ouais. D'autant plus qu'il y a les actes techniques que l'État doit renforcer, à savoir les OCB qui sont en train de faire d'énormes choses sur tout ce qui est lié à l'environnement, au réchauffement climatique, mais aussi d'impliquer la population. Okay. L'implication de la population, notamment les jeunes en particulier. Notamment en monde rural. En monde rural, exactement. Et sur ce, d'après les projections démographiques, il faut que le gouvernement inscrit dans son agenda les nouveaux villages qui sont en train de naître au fin fond du rural. Parce que il y a aussi l'agrobusiness qui est un frein sur tout ce qui est lié les synergies d'action que l'État doit mettre en place pour que les agrobusiness, eux, quand ils viennent s'installer à côté d'un village avec la perforation des forages, les villages à côté ne pourront pas accéder à l'eau parce qu'il y a une grande ferme, une grande entreprise d'agrobusiness qui est à côté et que ces villages-là sont obligés de marcher des kilomètres et des kilomètres pour trouver de l'eau. Donc, je lance un appel au gouvernement du Sénégal notamment de donner la parole aux jeunes, de
donner le pouvoir, investir davantage sur tout ce qui est agro-business, pour que tout le monde puisse accéder à l'eau. Merci. Merci, merci Mame Diarra. Oui, Pavel. Thank you, Mr. Moderator. I couldn't wait. No, he wants to. Bon, je vais un peu jouer avec les deux là. Bon, je vais commencer par remercier l'UNICEF. Moi, j'ai eu la chance de voir l'un des projets, oui, les pompes solaires pour eau. Oui, j'ai rencontré ça, j'ai vu ça, un quartier non loin de mon quartier en fait. Oui, je les remercie beaucoup. Aussi le ministère de l'eau et de l'énergie. Je les remercie quand même. Il y a quelque chose qui est fait. Bon, on change de langue. Just around where I saw this solar pump, there was this other water project. Yeah, it was a big water project. They were doing like canals, connecting pipes. It's something good. I mean, they want to provide water for the population. But what I noticed is, as they were working, the Africans that were there, all the work they were doing was digging the soil. Yeah, the technical part was done by like the foreign companies. Yeah, I have no problem with the foreign companies. Yeah, that are doing their business and everything. But come on, we have youth in school. We have created schools for engineering, and we are sending our children to go and learn all of this. And when they come out, they cannot handle these projects. I mean, we will accept the fact that our level of education is like. Then I'm telling the government, come on, go to these universities. Take the brightest one among us. I mean, we will have geniuses among us. Take the brightest one, send them out there, let them go and learn all these technologies. You bring them back. You don't leave them like that. Bring them back, you help them. They build up enterprises. I mean, we are talking about sustainable development and all of that. I mean, we're talking about developing the country and everything. Yeah. So if in your country, you send your students out there, they learn, they come back, you build up your own enterprises, like African enterprises. You employ your youth. It is more sustainable and everything. So, I don't know. I'm wondering what the governments are doing. I have one message for them like today. You have to invest in the youth. We are the key. He talked about technical solutions. When anything technical, you will come back to the youth. Decision making, he was talking about funds. Il parlait de l'argent. Nous, on doit être là, même pour décider le montant qui doit être donné. On doit être là. C'est quoi ça? Mais on est où là? Mais on est où là? We have to be there. Like, we are the key. No matter how you turn it around, we are the key. You guys, there's nothing that can be done without us. We have our Ghanaian brothers and sisters here. They won the prize the other day. I mean, I expected every single minister from all the countries to go to them and say, okay, you know what, this is your technology, you have to come and teach our own youth. We develop this. I mean, funds should be poured to them like every minute from now. She has talked about young girls in Chad who are doing things like, what is the government doing? Invest in the youth. We are the key. There is nothing that can be done without us. Thank you. I'll just end here. Mariam Soda Ndiaye, en guise de conclusion. Honorable, nous avons le Cameroun qui est représenté, le Tchad, la Gambie, le Mali, la Guinée-Conakry, Burkina Faso, Niger, donc l'Afrique subsaharienne, donc la Mauritanie, le Sahel est là. Elle aussi, c'est une belle voix de la jeunesse du Sahel qui se bat énormément pour prendre en charge aussi bien les préoccupations comme les aspirations des populations. Nous sommes jeunes du Sénégal, mais elle nous représente très bien à l'Assemblée nationale et nous allons nous battre aussi à ses côtés pour qu'elle puisse retourner à l'Assemblée nationale. Donc, honorable, vous avez la parole. Merci beaucoup, mon frère Pape Djibril. My brother, I'm really happy for your message, and I could say in the last week I was with Prince in Ethiopia to push and to rush SDGs, because we think if we have just 8 years to attain the SDGs, we should make a lot of efforts to have impact. And I think youth have a good part on having this impact, and we should be together
if you want to tackle youth issues. And I'm really happy to be here. I'm really happy to be near you to tackle together this problem, the youth problem. And I'm really happy of course. Bonjour tout le monde. Je m'excuse du retard parce que j'avais aussi une session. Quand Madame Anne m'a contacté, on a déjà un programme très fourni. Mais j'ai tenu à venir échanger avec mes pères jeunes du Sahel. Parce que cette Afrique, c'est nous qui allons la construire. Nous, par notre ingéniosité, par notre énergie, par notre volonté, par notre solidarité, par les valeurs qui nous sont africaines, par nos modèles qui sont locaux. Je puis vous dire, cette année, dans ce forum, l'OMVS a remporté le prix Hassan II pour l'eau et l'innovation. L'OMVS, c'est une organisation purement africaine. Là où l'eau divise, l'OMVS fédère. Là où l'eau est symbole de désespoir, l'OMVS est signe d'espoir. C'est une organisation d'une 50aine d'années, pensée en Afrique de l'Ouest, par 4 chefs d'État, le Mali, la Mauritanie, la Guinée et le Sénégal. Donc, pour dire qu'on peut avoir nos modèles locaux qui peuvent demain nous servir de grande satisfaction. Et je vous invite aujourd'hui, je sais que vous en faites beaucoup dans vos communautés. N'ayons pas peur, comme disait Pape Jean-Paul II. Nous avons quelque chose à mettre sur la table. Et je le dis, ces forums-là, ce n'est pas pour faire de la visite, ce n'est pas pour faire du tourisme. C'est un moment de nous dire qu'on a le privilège de parler pour ceux-là qui n'ont pas de voix. Au moment où je vous parle, il y a des femmes qui font des kilomètres et des kilomètres, pendant que nous qui sommes ici, même si souvent c'est difficile pour manger, pour pouvoir s'approvisionner en eau, mais il y en a qui font des kilomètres et des kilomètres. Chaque jour, 1,5 km pour aller chercher la ressource. Chaque jour, vous voyez des filles qui font aussi le même travail, qui impactent sur leur éducation, sur leurs résultats. Et c'est pour ces raisons, quand nous sommes dans ces genres d'organisation, quand nous sommes dans ces genres d'activités, nous devons faire le plus pour pouvoir plaider, pour pouvoir porter la voix de ces gens-là. Et moi, j'ai eu la chance d'arriver dans les instances de prise de décision. Et je remercie tous les jeunes au Sénégal qui m'encouragent pour que cette mission puisse réussir. Je vois Djibni, je le vois même parfois se transformer en photographe quand j'échange avec des gens, parce que peut-être je n'ai pas le temps de me photographier, il me les envoie. Donc, il me propose sur les réseaux, il dit du bien de moi, il montre le travail que je suis en train de faire. S'il a des choses qu'il ne peut pas dire, il a l'opportunité de m'appeler de manière sans protocole, me les dire pour que je puisse faire cette remontée. Et je vous dis, il ne faudrait pas négliger aucune échelle. Moi, j'habite la cité Suprême. Et c'est en étant député que j'ai su qu'il faut être dans les instances de prise de décision pour se faire entendre. Je vous donne l'exemple de notre quartier, qui est un quartier résidentiel. Mais chaque jour, on nous donnait de l'eau à hauteur de 30%. Chaque jour, vous voyez des camions stationnés en face de la maison du chef de quartier et à la mosquée. Chaque jour, les femmes se levaient à 3 heures du matin et à 6 heures du matin, on n'avait plus d'eau jusqu'au lendemain. Quand je suis arrivée à l'Assemblée nationale, les doléances que la population m'ont dit, honorable, on prend au mot. Nous ne voulons pas de grands discours. On a un problème. Nous voulons que Suprême ait de l'eau en temps plein. Vous en faites votre plaidoyer, débrouillez-vous, mais on ne veut plus voir ces marqueurs qui montrent qu'on a. J'en ai fait une affaire personnelle parce que je me dis, si nous voulons changer les choses, c'est au niveau local. Avant de penser global, il faut penser au niveau local. Je n'ai pas donné la paix au ministère de l'eau et de l'assainissement. Chaque jour, je tympanisais la SONES, la CNO, pour leur dire que Suprême n'avait pas d'eau. Et quand il fallait voter les budgets, je n'hésitais pas à montrer au créneau, même si les gens me disent, Mariam, toi, tu viens rapporter un problème d'une zone. Mais je le dis, c'est ce problème-là qui me fera demain avoir un impact. Et quand j'irai voir les gens, je leur dirai concrètement, voilà ce que nous sommes passés de 30%
à 90%. Les femmes ne se réveillent plus à 3 heures du matin ou à 4 heures du matin. Mais maintenant, on a de l'eau en temps plein. Et à chaque fois que je passe dans le quartier, c'est le feedback qu'on me dit. Merci d'avoir été député parce que vous nous avez permis d'avoir de l'eau en temps plein. Et ça, je pense que c'est comme ça qu'il faut continuer. Et à l'Assemblée, on est en train de se battre parce que moi, j'ai la chance d'être gouverneur au Conseil mondial de l'eau, d'être youth delegate pour l'Afrique et le Moyen-Orient au Conseil mondial de l'eau. Et on se bat à faire le plaidoyer pour que nos parlementaires prennent en charge la question de l'eau. Parce que l'eau, c'est la vie, mais l'assainissement, c'est la dignité. Et c'est ce que nous sommes en train de faire pour qu'aujourd'hui, qu'il y ait des réformes accrues au niveau des textes et lois et au niveau du secteur de l'eau. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'eau dans le monde rural est une difficulté. La question de régulation pose problème. La question de tarification pose problème. Et nous pensons qu'il faudrait mettre du contenu dans ce qu'on appelle le Conseil supérieur de l'eau et que voilà, qu'il puisse prendre en charge les questions de régulation, les questions de tarification, les politiques publiques, l'autorité, qu'il puisse faire le contrôle auprès des entreprises, etc. Parce que la confiance n'exclut pas le contrôle. Et voilà, faire de sorte qu'aujourd'hui nous ayons un réseau parlementaire qui travaille sur les questions de l'eau. Je pense que ça, des organisations comme UNICEF pourraient aider à la réalisation de cet objectif-là pour pouvoir, parce que le député, c'est celui qu'on demande de se prononcer sur tout sans qu'il ne soit expert de tout. Et après ce forum, toutes les conclusions qui sortiront, mais on va les amener dans nos parlements. Donc si les députés qu'on y amène ne sont pas suffisamment outillés, ils ne donneront pas du crédit, ils ne donneront pas du temps pour pouvoir apporter des solutions structurelles aux problèmes que vivent les populations. Et je vous demande, vous tous qui êtes là, d'aller en masse dans les instances de prise de décision. Parce que c'est bien d'être dans la rue publique, mais les choses sérieuses se décident dans la République. Et je pense que nous avons cette énergie pour faire bouger les choses. Nous avons ces compétences. Que personne ne nous dise que nous n'avons pas de compétences. Aujourd'hui, vous voyez un jeune de 25 ans, il a son master. Ce dont on a besoin, c'est comme l'a dit la représentante de l'UNICEF, de l'espace. Si on nous donne cet espace-là, nous allons montrer notre créativité, nous allons montrer notre ingéniosité. Et je pense qu'un pays a besoin aussi bien des jeunes, des femmes, des plus jeunes, des moins jeunes, pour pouvoir s'en sortir. Et les défis qui nous attendent sont nombreux. Et je pense que tous ensemble, si nous y allons pas à pas, nous arriverons à faire bouger les lignes. En tout cas, j'étais très ravie d'être ici. Je vous renouvelle encore une fois ma disponibilité. Et je remercie aussi mon frère Pape Djibril qui a fait la connexion avec Madame Andricha, qui est aussi une personne très bien et très disponible et très flexible parce qu'on a besoin de moins de bureaucratie, plus de terrain. Merci beaucoup. Vous savez, au Mali, nous, on a un problème de gestion de déchets, un problème qui est un problème majeur. Donc, ce n'est pas ma première fois de venir au Sénégal. J'ai vu que quand je passais en ville, j'avais vu des poubelles qui sont faites de façon que les gens puissent jeter les ordures dedans au lieu de le mettre en bas. Mais au Mali, ce n'est pas le cas. Les gens finissent avec peut-être du papier ou du sachet, ils le jettent comme ça. Mais je vois qu'au Sénégal, ça ne se fait pas comme ça et j'ai beaucoup aimé. Alors, en présence de UNICEF Sénégal, en présence des voix jeunes du Sénégal, en présence des autres jeunes du Sénégal, j'aimerais que vous puissiez m'aider à être en contact avec les personnes qui ont mis ces trucs en place pour qu'ils puissent nous donner des idées. Pour qu'ils puissent nous donner des idées pour qu'on puisse gérer aussi les déchets chez nous. C'est vraiment un problème majeur au Mali. Dans l'oreille d'un sourd. Donc c'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et oui, vous êtes réclamé hein, pour un mot de la fin. C'est la maman. C'est la personne derrière tout ça. Bon, je repasse de l'autre côté de la caméra. J'ai bien embêté tout le monde pendant ce débat.
J'espère surtout que vous vous êtes régalés. Moi, je me suis régalée comme d'habitude et vraiment, je vous remercie du fond du cœur, madame la députée. Je vous remercie du fond du cœur d'avoir accepté d'être auprès de nous aussi aujourd'hui. Djibril, je vous remercie encore une fois d'être auprès de nous. Et puis, évidemment, je remercie tous mes collègues de l'UNICEF qui se sont rendus disponibles dans ces jours très très occupés. Et puis voilà, ils le savent, hein, je remercie du fond du cœur les Jeunes Voix du Sahel parce que, comme on disait, comme l'a dit très très bien Félicité tout à l'heure, c'est un premier pas et c'est eux l'avenir et c'est que du bonheur en fait qui nous donne à travailler ensemble. Donc voilà, merci à tous. Au revoir. Donner cette opportunité à ces jeunes voix du Sahel de pouvoir donner de la voix. Merci à l'administration ici présente, merci à l'honorable député, merci à celles et ceux qui ont contribué à faire réussir, à aider à ce que cette plateforme-là puisse aujourd'hui porter cette voix dans ce forum, 9e forum mondial de l'eau. Je pense que Madame la députée l'a si bien dit, moins de bureaucratie, plus de leadership. La bureaucratie, d'habitude, elle n'aime pas le leadership et l'Afrique a aujourd'hui besoin de leadership pour faire bouger les lignes. Et les jeunes doivent doivent être au premier chef de ce combat. À très vite, à très bientôt pour d'autres moments avec les voix du Sahel, les jeunes voix du Sahel. Merci. Merci.